Bonjour et bienvenue à Dukascopie TV. Je suis Elena Saïzafarova. Aujourd'hui, nous accueillons Arnaud de Tézac, directeur des rédactions de Market Magazine. Arnaud, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Tout le monde parle des sanctions économiques contre la Russie, des conséquences géopolitiques, mais personne ne parle du cadre normatif. Comment ça marche réellement ? En fait, il faut comprendre que le droit international n'est pas un droit qui vient d'en haut, c'est un droit qui est égalitaire entre des pays souverains. Il n'y a pas de superstructure, si vous voulez, il n'y a pas un super parlement mondial, il n'y a pas un super gouvernement mondial, il n'y a même pas une super juridiction mondiale au sens propre du terme, même s'il y a certaines juridictions qui existent. Donc finalement, le droit international, c'est une affaire d'allégation. C'est-à-dire que, par exemple, un pays va dire « je considère que tel autre viole le droit international ». Et quand il dit « je considère », en général il ne le dit pas d'ailleurs, mais il dit « tel pays a violé le droit international », mais en réalité c'est une allégation qui est strictement politique. D'un point de vue pratique, si vous voulez, les pays ont le droit d'interpréter les positions des uns et des autres en matière de droit international. Les pays ont le droit de le faire comme ils le veulent parce qu'ils sont précisément souverains. Ça c'est vraiment l'élément clé. Donc on appelle ça un principe d'auto-interprétation, si vous voulez, du droit international. Un pays pense qu'un autre a violé une norme, l'autre ne le pense pas, et voilà. Et c'est comme ça que les choses se font. Après, on va passer à un rapport de force. Et les sanctions, c'est le début du rapport de force. Et la Suisse, sur quoi se fondent-elles pour imposer des sanctions à la Russie ? Alors, elles se fondent en fait sur 2 arguments et puis une loi, donc 3 éléments. Alors, les 2 arguments, c'est quoi ? Le premier argument, c'est, en gros, la Suisse dit l'Europe a pris des sanctions, enfin les États-Unis aussi, le Canada, le Japon, etc. Mais contentons-nous de simplement l'Europe, le voisin immédiat. L'Europe a pris des sanctions et je ne veux pas que la Suisse devienne un lieu de contournement. Voilà. Apparemment, ça a l'air de rien, c'est du bon sens pur. Bon. Et puis le deuxième élément, c'est nous, en Suisse, on considère que la réunification de la Crimée avec la Russie viole le droit international. Donc ça, c'est les 2 arguments. Et puis il y a un fondement juridique, une base légale, comme on dit, qui est la loi sur les embargos. Donc c'est ces 3 éléments. Alors, le premier, le contournement. C'est quoi un contournement ? Ça a l'air de rien. On dit oui, on ne veut pas que finalement on se serve de la Suisse pour faire des choses illégales. C'est ça que ça veut dire derrière. Mais qui définit que c'est légal ou pas légal ? Ce n'est pas une cour internationale, comme je viens de le dire. Ce n'est pas une instance supérieure qui aura dit le droit. Non, ce sont des gouvernements. Donc, à partir du moment où un gouvernement ou un groupe de gouvernements comme l'Europe dit « nous considérons que ce que fait la Russie est illégal » et que la Suisse dit « je ne veux pas qu'on vienne ici contredire cette position politique », sur le plan politique, la conséquence est gigantesque. Ça veut dire que la Suisse dit « nous, on applique des décisions qui ont été décidées ailleurs ». Ça veut dire qu'on fait cadeau d'un morceau de notre souveraineté à d'autres pays. On se met en situation de subordination. Le fait de ne pas vouloir que l'on contourne les lois d'un autre pays veut dire qu'on se met quelque part à son service. Pourquoi ? Parce qu'un contournement d'une loi, normalement, c'est quelque chose qui est géré par l'émetteur de la loi. Vous voyez ? Pour faire simple, vous prenez une loi anti-évasion fiscale émise par la France, c'est la France qui va faire tout ce qu'elle peut pour se prémunir contre une évasion possible et par conséquent prendre elle-même des dispositions anti-contournement de sa propre loi. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, le Québec ou le Nicaragua qui doit s'occuper des affaires fiscales de la France. Vous voyez ? Donc, alors, à moins qu'il y ait un traité. Alors oui, s'il y a un traité, oui, mais là, il n'y a pas de traité. D'accord ? Il n'y a aucun traité qui dise la Suisse doit appliquer les sanctions européennes. Vous voyez ? Ou doit aider l'Europe à ce qu'il n'y ait pas de contournement de ses propres lois à elle. Donc, derrière cet argument qui est anodin, frappé au coin du bon sens, si vous voulez, eh bien non, il y a un élément extrêmement important qui est celui de la souveraineté et de l'état de subordination, en fait, d'intégration, si vous voulez, de la Suisse dans un système légal qui est étranger. Donc il y a un problème, puisque le gouvernement, rappelons-le, le Conseil fédéral, au titre de la Constitution, est garant de l'indépendance du pays. Donc il y a un problème, numéro 1. Arnaud, et le deuxième argument sur la Crimée, que doit-on en penser ? Alors là, c'est pareil, tout le monde est d'accord, il y a un très grand consensus, si vous voulez, international, sur le fait que la Russie aurait donc annexé la Crimée. C'est basé sur quoi ? Alors là aussi, c'est complexe, on va faire très très simple et très direct. On part du 1er décembre 1991, indépendance de l'Ukraine. La Crimée, on va dire, était une région de l'Ukraine. L'Ukraine était un État
fédéré au sein de la fédération de l'Union soviétique de l'époque. L'Ukraine s'en sort, eh bien, les frontières administratives de cet ensemble ukrainien deviennent les frontières extérieures. Ça, c'est une règle, je ne vous donne pas le nom technique, je vous en fais grâce, qui fonctionne relativement bien et qui fait l'objet d'un grand consensus. Après quoi, en plus, on va dire, la Russie nouvelle, hein, qui est née juste après, a reconnu par des traités internationaux cet état de fait, l'intégrité du territoire, etc., etc. Donc, à partir de 1991, tout le monde est d'accord. Donc, effectivement, le fait que la Crimée souhaite s'en aller, au titre de son droit à l'autodétermination, ne fonctionne pas non plus, parce que le droit à l'autodétermination ne donne pas un blanc-seing, si vous voulez, à une province pour se détacher d'un pays. Il n'y a que dans la décolonisation ou dans d'autres circonstances que cette autodétermination externe, si vous voulez, ce droit de faire scission est reconnu. Ou alors si c'est conforme à la constitution du pays local, comme ça se passe dans le vote en ce moment avec l'Écosse pour se séparer du Royaume-Uni. Bon. Mais encore une fois, le droit international, c'est un droit d'auto-interprétation des États. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a le droit, par exemple, de déplacer le point de vue, de déplacer le curseur du temps, par exemple. Et qu'est-ce qu'on remarque si on fait cet exercice? Ben, on remarque que l'Ukraine n'était pas une province de l'Union soviétique. L'Ukraine était un membre fondateur des Nations Unies en 1945. Ça veut dire que l'Ukraine était reconnue par la communauté internationale comme ayant une souveraineté. Alors, elle n'était pas à 100%. Comme la souveraineté des pays européens aujourd'hui n'est pas totale, puisque par exemple, ne serait-ce que pour les sanctions, elles sont d'abord décidées à Bruxelles et ensuite ratifiées par les pays membres. On n'est pas obligé d'être à 100% souverain pour être indépendant, ou en tout cas reconnu souverain internationalement. Ben, c'est le cas de l'Ukraine depuis 1945, et ça va même plus loin. L'Ukraine a même été membre du Conseil de sécurité à 2 reprises, 2 fois 2 ans, 4 années, ce qui est énorme. A pris des décisions parfois qui n'étaient pas exactement celles de l'URSS, et en tout cas a pris des décisions qui engagent la communauté internationale, au nom de la communauté internationale. Membre à part entière de la communauté internationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Ukraine est rentrée à l'ONU en 1945, la Crimée n'en faisait pas partie. Vis-à-vis de la communauté internationale, l'Ukraine était souveraine, puisqu'elle était membre elle avait son siège indépendant à l'ONU, quelles que soient les raisons d'ailleurs pour lesquelles ces choses-là aient eu lieu. Ça, c'est autre chose. Du point de vue juridique strict, hein. L'Ukraine a signé quantité de conventions internationales à cette époque-là, par exemple. Donc, la Crimée n'en faisait pas partie. La Crimée est rentrée en 1954. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas un remembrement administratif intérieur. Non, non. C'était l'adjonction d'un territoire à un autre, ce qu'on appelle en droit international une succession d'États. Il aurait dû normalement y avoir en 1954 eh bien, un certain nombre de constats de cette situation, puisque ne serait-ce que sur le plan diplomatique, il y avait une population nouvelle qui entrait, il y avait des questions par exemple de protection diplomatique, il y avait des questions de frontières, de délimitation des frontières maritimes, par exemple, hein, la mer Noire, très important. Je ne parle même pas de Sébastopol, hein, ce qui complique encore davantage, mais il y a eu un nouveau découpage. Imaginez une seconde qu'au lieu que ce soit simplement la Crimée qui soit adjointe, l'URSS ait décidé d'adjoindre, ça aurait été possible, l'ensemble de la Fédération de Russie à l'Ukraine. On aurait bougé. D'accord? Donc ce n'est pas une question de nombre d'habitants, ce n'est pas une question de population, c'est une question de nature de l'opération. Donc par nature, il y a eu une succession d'États. Et normalement, il y aurait dû avoir une option, si vous voulez, pour le peuple de Crimée, dans son droit à l'autodétermination, de savoir finalement, par exemple, quelle devait être sa nationalité. Alors, bien sûr, comme tout le monde avait la nationalité soviétique, personne n'a soulevé la question. Mais ça ne veut pas dire que le droit n'est pas né à ce moment-là, en 1954, pour le peuple criméen de se déterminer. Il est né en 1954, on peut le dire. En tout cas, on peut le soutenir. Et il a été suspendu jusqu'à la première occasion de pouvoir s'exprimer. Et cette occasion, elle est venue. Elle est venue quand? Elle est venue, pour faire court, le 12 janvier 1991. C'est-à-dire avant le 1er décembre, date de l'indépendance d'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu un référendum qui a dit 2 choses. La Crimée n'est plus une simple région, mais devient une république autonome au sein de l'URSS, et ça a été acté. Deuxième chose, le peuple de Crimée décide de se rattacher à l'URSS en tant que république autonome, donc se détache de l'Ukraine, et ça a été acté. Et c'était conforme, comme la procédure d'Écosse aujourd'hui avec l'Angleterre, c'était conforme à la constitution de l'époque. Alors comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Écoutez, il y a une raison politique très importante à cela. D'abord, bien sûr, la déliquescence du régime, qui était en pleine décomposition
mais un petit peu après, mais aussi un petit peu pendant ce temps-là. Bien sûr, des forces étrangères qui étaient à l'œuvre, hein, très importantes, en particulier des réseaux qu'on connaît, de M. Georges Soros, etc., qui avaient monté un conseil politique direct auprès du gouvernement et qui a vraisemblablement conseillé le gouvernement dans son opération qui est apparue un mois plus tard, le 12 février. Donc, référendum, c'est le 12 janvier. Le 12 février 91, le Parlement d'Ukraine reconnaît le statut de république autonome à la Crimée, mais à l'intérieur de l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un détachement légal de la Crimée vers l'URSS, et il y a eu une reprise un mois plus tard par Kiev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, au moment de la reprise par Kiev, la Crimée était membre de l'URSS, déjà. C'était fait. C'était détaché. Donc il y a eu une annexion. En mars 2014, on peut dire que, quelque part, il y a eu une réitération de ce droit à l'autodétermination qui a été tout simplement bafoué en février 91. Vous voyez, et sur deux registres. D'abord parce que le peuple s'est déterminé, et ensuite parce que, si vous voulez, la Crimée n'avait plus un statut de région, mais avait un statut de république autonome. C'est-à-dire qu'elle avait normalement à la sortie le même droit que la République d'Ukraine de devenir indépendante à 100%. Alors, ce tour-là est peu traité, il est peu connu, il est discutable, comme tout, si vous voulez, argument en droit auto-interprétatif international. Mais quel est le rôle de la Suisse dans cette affaire? Est-ce que le rôle de la Suisse est de prendre un parti, ou est-ce que le rôle de la Suisse est au contraire d'être un lieu où on va pouvoir purger un conflit sur finalement des bases légales qui sont beaucoup moins solides qu'on veut bien le dire? Alors, encore une fois, c'est un débat, mais précisément, n'est-ce pas le rôle de la Suisse d'accueillir un tel débat de manière à purger le conflit plutôt que à l'envenimer quelque part. Vous voyez? Encore une fois, ces sujets-là sont des sujets techniques, mais les éléments que je vous donne sont des réalités. Et elles méritent à tout le moins que nos politiques s'en emparent. Qu'en est-il de la base légale suisse pour la question des embargos? Alors, justement, par rapport à ça, donc, je vous donne donc les deux arguments du gouvernement sur le sujet. Maintenant, il y a effectivement une base légale. Et c'est une étrangeté, c'est une sorte d'ovni dans le paysage juridique helvétique. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur une loi qui s'appelle la loi sur les embargos, mais qui est complètement en rupture avec, on va dire, la culture suisse. Pourquoi? Avant cette loi, le gouvernement, le Conseil fédéral pouvait prendre des sanctions économiques internationales en se fondant directement sur la Constitution pour la sauvegarde des intérêts du pays. Ça veut dire qu'il devait justifier qu'il y avait un danger quelque part, qu'il y avait un intérêt à sauvegarder, qui était un intérêt global et stratégique. La loi a été votée en première lecture juste après les attentats du 11 septembre, et puis elle a été votée ensuite, finalement elle a été promulguée, on va dire, en mars 2002 et mise en vigueur au 1er janvier 2003, donc ça fait un petit moment déjà. Et au moment où elle a été présentée, merci de me poser cette question, au moment où elle a été présentée comme une simple loi d'ajustement technique, parce qu'il y avait tout un tas d'autres lois qui existaient, et que la base constitutionnelle finalement était plus aussi, on va dire, efficace qu'elle l'était auparavant, parce que les choses se compliquent, etc. Bref, il n'y avait pas de débat politique, c'était une loi technique. Tout le monde peut se reporter au message du Conseil fédéral de l'époque, au débat parlementaire, tout est public, tout est publié, tout est sur Internet. C'est vraiment l'argument qui a été porté. Mais ce n'était pas du tout une loi technique. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, auparavant, sur la base de la Constitution, encore une fois, le gouvernement pouvait prendre des sanctions à condition de justifier, si vous voulez, qu'un intérêt était en péril. Et puis c'était sa décision. Quand vous lisez la loi sur les embargos, on change de registre. Elle dit qu'elle est faite pour que le Conseil fédéral applique des sanctions étrangères. Donc applique des sanctions de l'ONU, mais aussi des sanctions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Ça veut dire applique des sanctions étrangères. Ça veut dire que là, on a le lien avec l'argument de non-contournement dont on parlait au début. On a effectivement la base légale de soumission, de subordination de la Suisse à des décisions étrangères. Ça veut dire qu'on a abandonné une part de souveraineté au profit de l'Europe. Ça veut dire qu'on a intégré une partie déjà de l'Europe contre tout vote et contre tout débat public et contre la volonté aujourd'hui du peuple, puisque par référendum il s'est prononcé à plusieurs reprises.
et que de ce fait, on a accepté la primauté de la norme européenne sur la norme suisse. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui mérite un débat fondamental. Et c'est la première fois que ça se passe? Alors non, des sanctions ont été prises déjà, mais alors, puisque vous me posez la question, je peux aller un peu plus loin. Des sanctions ont déjà été prises, et elles ont été considérées, je peux vous le dire, par la Cour européenne des droits de l'homme comme contraires au droit international. Vous voyez ? Et ça, évidemment, c'est également des aspects qui sont occultés aujourd'hui. Donc c'est encore un autre débat, mais en tant que tel, les sanctions posent des problèmes vraiment au droit international, intrinsèquement, en plus. Donc tout cet édifice est extrêmement fragile et il traduit, si vous voulez, un état de fait politique qui, lui, n'est pas conforme au principe d'indépendance et de souveraineté du pays. Arnaud, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Vous avez regardé Dukascopy TV. À très bientôt.